Nous commençons la deuxième séance intitulée État des lieux, les travaux d'urbanisme réalisés. Et donc, pour essayer de gagner un peu de temps, on a 1 heure bien sûr. On veut jouer comme on fait d'habitude à l'UNESCO. On a la tradition, si quelqu'un dépasse le temps décidé, il y a de la musique. Mais il n'y a pas de belle musique ici, donc on va essayer de respecter le temps. Nos intervenants sont très très bien connus, donc je passe sur les présentations et je donnerai la parole immédiatement à notre ami M. Jad Tabet. M. Tabet, la parole est à vous. Ah, voilà. Bien, bonjour, bonsoir. Bon, on m'a demandé de parler 15 minutes, je me limiterai strictement à cet horaire. Bon. Je voudrais d'abord commencer à présenter rapidement le concept de paysage urbain historique. Un groupe de travail a travaillé pendant 7 ans à l'UNESCO pour élaborer ce nouveau concept et une recommandation a été adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en novembre passé à propos du concept et de l'approche du paysage urbain historique. Bon, l'idée du paysage urbain historique, c'est que le paysage d'une ville est le résultat d'une stratification historique de valeurs et d'attributs culturels et naturels qui va au-delà des notions traditionnel de centre historique ou d'ensemble historique pour inclure le contexte urbain plus large ainsi que son environnement géographique. Cette approche, l'approche du paysage urbain historique est fondée l'approche fondée sur le paysage urbain historique intègre les objectifs de conservation du patrimoine urbain, mais également ceux du développement socio-économique, repose sur une relation équilibrée et durable entre l'environnement urbain et le cadre naturel, considère la créativité et la diversité culturelle comme des atouts essentiels pour le développement humain, social et économique, et offre des outils pour gérer les transformations physiques et sociales et garantir l'intégration harmonieuse des interventions contemporaines, loin de tout pastiche et de tout historicisme. L'intérêt de cette approche, c'est de concevoir et de regarder la ville dans sa globalité et pas seulement dans des secteurs historiques ou des centres historiques ou des quartiers historiques ou des monuments historiques. Bon, rapidement, la ville historique de Tripoli, donc capitale du Liban Nord, une économie en panne depuis le début de la guerre civile, notamment pour l'industrie, puisque Tripoli avait des industries extrêmement importantes avant la guerre, un territoire agricole qui couvre les besoins locaux et surtout une forte proximité entre la ville et son territoire, notamment en raison du relief et de la configuration du réseau routier. La topographie du site et le cadre naturel, on voit à l'est les grandes montagnes, la rivière Abou Ali, le port, El-Mina, très clairement définis. Bon, la permanence des principales composantes naturelles et construites du site, sur tous ces plans historiques anciens, on voit partout, à chaque fois, répéter les montagnes escarpées en arrière-plan, les collines entourant le site à l'est, la citadelle croisée qui surplombe le centre urbain et la péninsule Mina qui protège le port. Le développement urbain jusqu'au début du XXe siècle montre clairement, comme sur ce plan, comment Tripoli a été coupée en deux, c'est-à-dire la ville de Tripoli à l'est et El-Mina autour du port. Les principaux marqueurs du territoire urbain, encore une fois sur ces anciennes photos, la citadelle Saint-Gilles et le fleuve Abou Ali, et le centre historique et les orangeries qui couvrent la plaine côtière. Le développement urbain de Tripoli, on voit bien d'abord l'ancien cœur historique autour de la citadelle Saint-Gilles, les développements vers l'ouest de l'époque ottomane et de l'époque du mandat français, et puis les quartiers modernes qui relient la ville ancienne et Al-Tal au port et à Mina. Et puis la grande foire internationale de Tripoli, la foire internationale d'Oscar Niemeyer, dont on n'a pas parlé aujourd'hui et que je voudrais rappeler, un joyau délaissé, une opportunité exceptionnelle pour la ville. La morphologie urbaine actuelle en 2008, on voit bien comment le centre ancien et les quartiers nouveaux ont finalement relié Mina à la ville et puis la grande foire dans son ovale. La croissance rapide de la ville moderne, cette photo prise de la mer montre comment la ville s'est développée
et comment le développement urbain incontrôlé et les densités de construction excessives menacent la qualité de l'environnement urbain de la ville ancienne. Le patrimoine historique de la ville ancienne et des quartiers limitrophes, donc vous avez cette grande tâche qui est la ville ancienne, mais tous les quartiers autour, El Tal, etc., sont aussi des quartiers à grande portée patrimoniale. Par contre, quand on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de la direction de l'Antiquité, les bâtiments classés ne sont que quelques-uns. Il n'y a que quelques monuments. Les éléments remarquables du site de la ville ancienne, la citadelle croisée et le fleuve Abou Ali. En haut, la photo, le dessin avant l'inondation de 55, excusez-moi, c'est pas 56. Et en bas, comment le fleuve a été finalement mis dans une sorte de grand canal en béton, le plus souvent vide, avec des ordures et des saletés. Bon. Les principaux monuments historiques, mosquées, madrasa, hammam, les espaces traditionnels du négoce, souk et khan. Les souks de Tripoli, intéressants dans le travail, il y a une continuité des activités commerciales et complètement, la structure des souks continue à exister, a toujours existé, mais c'est une structure en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que les usages changent, des souks nouveaux apparaissent, d'autres disparaissent, donc c'est un élément dynamique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le projet de réhabilitation urbaine que nous avons mené avec Habib Debs et Mosbah Rajab dans le cadre d'un projet de la Banque mondiale et du CDR. Ce projet, donc, on fait une étude. Ce projet a été mené depuis 2001. Il avait plusieurs objectifs: traiter les rives du fleuve, réorganiser le trafic véhiculaire, réhabiliter et revitaliser les souks, traiter les limites avec les quartiers limitrophes, relier les rives est et ouest de la ville, réhabiliter les monuments historiques et aménager les terrains vides appartenant à l'État et la municipalité. Pour le trafic véhiculaire et piétonnier, il y avait une circulation, deux choses. D'abord, une circulation rapide qui passait des deux côtés de la rive du fleuve. Nous avons proposé de libérer la rive ouest et de faire passer simplement la circulation rapide du côté est, de façon à ce que la façade de la ville ancienne sur le fleuve soit récupérée. Et nous avons proposé que toutes les circulations véhiculaires à l'intérieur de la ville soient transformées en circulation piétonne et véhiculaire simplement de service. Un plan d'action a été dressé avec plusieurs secteurs d'intervention. Et contrairement à ce que Eric Wibrecht disait pour les projets de la Banque mondiale, le projet comprenait des équipements importants qui étaient prévus, des équipements culturels, sociaux, économiques et de formation. Pour le traitement des rives du fleuve Abou Ali, nous avons proposé de retrouver des sortes de quais de part et d'autre des quais plantés de part et d'autre du rivage, du fleuve, et aussi de créer au niveau de la Bourtassia un grand parc urbain en cassant le canal qui redescend vers le fleuve pour relier la ville au fleuve et ne plus être dans ce grand canal fermé. Nous avons proposé également de créer un nouvel espace public majeur pour les activités commerciales et de loisirs sur une plateforme qui relie les rives est et ouest à l'emplacement de l'ancien pont détruit. Nous avons travaillé sur la réhabilitation des espaces publics, sur le traitement des entrées du souk, la réhabilitation des souks, la restauration des façades commerciales sur les grands axes de la ville, la restauration et la réutilisation de monuments historiques. Ici, c'est le cas du Khan al-Askar, où on a proposé d'installer plusieurs fonctions, dont par exemple l'Institut de réhabilitation et de conservation de l'université libanaise, dirigé par Rawia Majzoub, qui est une très grande opportunité pour la ville de Tripoli et réellement un des joyaux de cette ville. Pour ceci, le Khan était occupé par des squatteurs, par des personnes qui vivaient là depuis justement l'inondation de 55. Il a donc été proposé de créer de nouveaux logements sociaux de l'autre côté
Le Khan étant là, donc au nord du Khan, des logements sociaux pour reloger les familles là-dedans. Donc là aussi, ce n'est pas comme Eric disait, une éviction de la population, mais au contraire, créer des opportunités nouvelles de création. Bon, nous avons travaillé sur le projet. Notre équipe n'a pas eu de mission pour la suite, c'est-à-dire pour la réalisation sur le terrain du projet. Je laisse donc Nabil Aitani en parler. Merci. Voilà. Bonjour mesdames, messieurs, plutôt bonsoir. Je vais essayer aussi d'être bref, dans les délais de 15 minutes, d'expliquer un projet que ça dure depuis 2001 pour préparer et depuis 2004 en exécution dans la ville de Tripoli. À commencer donc le projet, il faut que j'explique un tout petit peu sur ce projet. C'est un projet qui est une initiative du gouvernement libanais. L'agence d'exécution, c'est le CDR, le Conseil de développement et de reconstruction. La durée initiale était de 5 années. Un financement, là je voudrais ajouter à ce que M. David a dit, il y a, en plus de la Banque mondiale, il y a aussi d'autres partenaires, l'AFD, Agence française de développement. Et là, je profite de ma présence ici à Paris même de remercier ce partenaire principal. La coopération italienne et le gouvernement libanais aussi participent avec un certain pourcentage de 10%. Ça concerne 5 villes historiques, donc autres que Tripoli. On parle de Byblos, Saïda, Tyr et Baalbek. Et sur ces 5 villes, il y a 3 villes qui sont classées patrimoine mondial, à savoir donc Baalbek, Tyr et Byblos. Les objectifs, il y a 2 objectifs principaux. Soutenir le développement de l'économie locale et améliorer la qualité de la vie dans les centres historiques de 5 villes secondaires, améliorer la conservation du geste et la gestion du patrimoine culturel au Liban. Le projet est divisé en 3 composantes essentielles. La composante urbaine, donc ce qui touche au centre historique de ces 5 villes. La composante archéologique. Là aussi, on touche au site archéologique, a priori Tyr et Baalbek, et on travaille aussi à Tripoli, dans le cas de la citadelle de Saint-Gilles. Et en plus, il y a une composante assez importante qui est le renforcement institutionnel pour nos partenaires dans ce projet. Et là, je cite la Direction générale des Antiquités, la Direction générale de l'Urbanisme et les municipalités concernées. Comme je disais, le source de financement, le montant total s'élève à 62 millions de dollars. Ça, c'est le montant initial qui sont divisés sur plusieurs partenaires. Et là, on est passé au fait de 62 millions de dollars à 115 millions de dollars avec des financements supplémentaires dont le dernier vient d'être signé aussi avec l'AFD. Ils ont contribué avec un surplus de... à peu près, on est arrivé à 41 millions de dollars, donc avec un ajout, avec un financement supplémentaire de 29 millions de dollars. Nos partenaires dans ce projet, comme vous le remarquez, c'est un projet assez complexe, ce qui rend la tâche très difficile sur le terrain. À commencer, il y a, comme je disais, le CDR comme agence d'exécution, il y a le ministère de la Culture, ministère des Finances, ministère de l'Intérieur et des municipalités, ministère des Travaux publics à travers la DGU, ou bien à travers la Direction des Transports, ministère de la Culture, donc la DGA, l'UNESCO, le WHC, les municipalités, les universités, les ONG donc, au Liban, et les communautés locales. Là, les jalons de projet, comme je disais, ça a démarré en 2001. Actuellement, en 2010, l'approbation de l'AFD d'un financement supplémentaire, comme je viens de le citer, avec un prolongement jusqu'au 2017 pour le projet. Et le lundi, il y aura des négociations avec la Banque mondiale pour la signature au fait du financement supplémentaire, avec aussi prolongement jusqu'à 2015. Maintenant, je vais passer à la composante urbaine. La composante urbaine dans les 5 villes, elle touche à l'amélioration de la qualité des espaces publics, la création et assurer des équipements et gestion des circuits touristiques, conservation et réutilisation adaptée des monuments et des bâtiments historiques, réhabilitation du parc immobilier urbain historique, protection de la côte dans le cas de Byblos et Tyr,
aménagement des espaces verts, gestion de l'accès véhiculaire, création de zones de stationnement, aussi assurer des équipements touristiques, exemple des centres d'accueil pour les visiteurs, c'est le cas par exemple à Byblos et à Tyr, promotion de nouveaux services productifs et des activités commerciales, encouragement des initiatives du secteur privé. Et là, il faut que je cite, on a un bureau qui fait le contrôle chaque année des indicateurs qu'on a pu prélever avant le démarrage du projet. Et on peut dire, par exemple, dans certaines villes, pour ne pas les citer, pour chaque sou dépensé par l'État, il y a déjà l'équivalent de 4 sous qui sont dépensés par le secteur privé. Donc là, le projet a fait son effet et on commence à constater cet effet de boule de neige où le secteur privé commence à mettre sa main dans la poche et à aider l'État. Après tout, ce projet ne prétend pas résoudre tous les problèmes de la ville, de ces 5 villes, mais quand même, il essaie de donner l'exemple. Et c'est une chose qu'on commence à constater, que ça commence à se réaliser. La composante archéologique, ça consiste en recherche et documentation, conservation des surfaces et des structures, dans le cas de, surtout à Baalbek et Tyr, on parle par exemple du temple de Bacchus et Jupiter, présentation des sites aux visiteurs, créer de nouveaux circuits dans les sites. Tous on sait, on va à Baalbek, on la visite une seule fois et toujours on fait le même circuit. Dans le projet pour le site archéologique de Baalbek, ce qu'on prévoit maintenant, c'est d'avoir au moins 4 circuits. Donc le visiteur, il aura le choix. Donc il viendra la première fois, la deuxième fois, et la troisième fois, et la 4e fois. Gestion des sites, donc c'est l'amélioration de la gestion des sites en promouvoir, en faisant des publications, des nouveaux services, un service d'accueil pour les touristes, avec tous les équipements nécessaires. Là, donc, c'est la composante institutionnelle, comme je disais, appui aux municipalités en recrutant des experts. À Tripoli, actuellement, il y a une unité qui a été recrutée, formée de 3 experts d'expertise différentes, qui sont là à aider la municipalité à gérer l'ancienne ville, et c'est payé par le projet, en espérant que cette unité fera plus tard une partie intégrante de la municipalité. Assistance technique à la DGA et finalement à la DGU. Aussi, il y a une partie, ce qu'on appelle la soft component. C'est la partie socio-économique qui traverse les 3 composantes que je viens de citer, qui touche à la partie sociale et à la partie économique de la ville, en parlant donc des catégories, disons, vulnérables, les enfants, le rapport des enfants et la ville. On sait très bien, si une famille visite une ville, si les enfants sont contents, au fait, ils vont ramener sûrement leur famille. Donc, ça aide, et en plus, il y a l'accessibilité, c'est un peu tout. Pour cela, il y a une unité de gestion qui est assez complexe, composée de plusieurs experts, y compris des urbanistes, des archéologistes, des experts en sociologie, en économie, gestion de projet, avec des antennes dans chaque ville. Et là, on parle d'une 15aine de personnes. Là, je passe de plan d'action qui a été, au fait, proposé. C'est l'étude qui a été menée par le bureau Tabet, Devs et Rajab, qui ont proposé un plan d'action pour la ville qu'on essaie de mettre en exécution. Je commence, par exemple, ça c'est la région Souaïa qui fait face à la citadelle. C'est un projet de réhabilitation des façades qui a été exécuté. On voit en bas comment c'était avant et en haut comment c'est devenu maintenant. Ça c'est au niveau des souks, les travaux des souks. Toujours, on a une comparaison avant et après. Khan al-Askar, c'est l'un des monuments qui appartient à l'État. Ça, c'est l'État, au fait, avant de commencer les travaux. On voit très bien dans quel état il est. Il était occupé par des gens qui ont perdu leur maison lors des inondations de Abu Ali. Donc, pour pouvoir récupérer ce lieu qui est assez important, qui est le plus grand Khan à Tripoli, on était obligé à trouver une solution à ces gens-là, qui sont là depuis des années 50. Et l'État est en train de taxer, au fait, est en train de collecter des taxes pour la construction de leurs maisons. Ça fait depuis qu'ils n'ont jamais construit ces maisons. Alors,
comme voilà, on a déjà les 3 blocs, les 3 maisons, les 3 bâtiments qui sont des maisons de logements sociaux qui appartiennent actuellement sous la gestion de la municipalité et ces familles habitent là. Par suite, donc, on a pu récupérer le Khan, comme vous le voyez. Ça, c'est les travaux qui sont en cours. On voit très bien en quel stade on est. Maintenant, on est arrivé à commencer à faire même la finition de ce Khan. Ça, c'est à l'intérieur. On utilise toujours, ça, c'est la main-d'œuvre avec disons, des techniques traditionnelles. La chaux vive, c'est nous, au fait, c'est l'entrepreneur qui la prépare avec des maçonniers, avec Abou Ali. Donc, on voit très bien les problèmes d'Abou Ali, problèmes d'environnement, problèmes au fait, la rivière, avec les deux murs de béton, avec occupation de la chaussée par des vendeurs qui sont là, qu'on ne peut pas leur dire allez-y, travailler ailleurs aussi parce que c'est une nécessité. Ce sont des gens qui sont là, c'est un marché qui se développe, donc il y a un besoin. Avec un problème de circulation, donc à côté. Ça, c'est le projet donc proposé par le bureau d'études. On voit très bien ce qui a été prévu, c'est de construire une plateforme, donc divisée en 2 parties. Une partie qui va abriter les vendeurs et l'autre partie qui va être réservée pour la ville comme un lieu de récréation qui a déjà servi bien lors des Jeux de mondial il y a 2 ans. Ça a été occupé avec un grand écran et les gens étaient là en train de l'utiliser avant que l'entrepreneur au fait livre le site. Et on voit aussi du côté du Bourtassi le dégagement donc de ce monument, de ce super monument, en recréant les gradins vers la rivière. Alors ça, c'est les travaux, l'avancement des travaux au niveau de la plateforme. Donc on voit très bien, elle est presque finie. Et puis ça, c'est au niveau du Bourtassi, donc dont je parlais. On voit très bien comment on a pu casser le mur et on a recréé ces terrasses qui descendaient vers la rivière et en créant un jardin public là aussi, c'est un lieu vert pour l'ancienne ville. D'autres projets, c'est Hammam Azzeddine. C'est un projet qui a été financé par le Fonds koweïtien. On voit très bien comment avant et comment c'est devenu après les travaux. Saint-Gilles, là, au niveau du château de Saint-Gilles, les travaux qui ont été faits, c'est des fouilles archéologiques, aménagement du parvis d'accès, un guichet de billetterie, travaux de conservation et de restauration archéologique. Aussi, il y avait l'étanchéité au niveau des terrasses et des parcours de touristes avec des pancartes d'indication et d'information. On voit très bien, ça c'est avant et après. Donc on a ici, on a dégagé le parvis, au fait, l'entrée de la citadelle, en créant un espace qui est beaucoup plus accueillant. Le belvédère qui est déjà fonctionnel, on voit déjà des touristes qui viennent ici, qui peuvent avoir un regard superbe sur l'ancienne ville de Tripoli. Et à l'intérieur de ce musée, au fait, à l'intérieur de la citadelle aussi, on est en train d'aménager un musée qui va raconter, c'est le musée du site et du nord du Liban. D'ailleurs, c'est dans la stratégie de l'État libanais, c'est de créer dans les districts, dans différentes régions, différents musées qui seront des musées pour les régions. Et ça, c'est l'un de ces musées, au fait. Et voilà. Donc, je termine sur ce regard, sur un beau regard sur Tripoli. Bon, bonjour. Je vais vous parler du plan stratégique des villes d'Al-Fayha, donc qui a été lancé à la fin de l'année 2008 et qui a été donc clôturé en octobre dernier lors d'un grand meeting avec tous les acteurs concernés. Donc, je vais faire vite parce que plusieurs points ont été soulevés par mes collègues. Donc, bien sûr, ce projet est parti d'un contexte un peu compliqué, haute densité, un taux de pauvreté très élevé, une population vulnérable donc sur laquelle on a un peu travaillé, qu'on a identifié lors donc de ce projet de plan stratégique.
Beaucoup d'atouts, je ne vais pas les développer parce que mes collègues l'ont fait, donc site historique, potentiel historique, site et équipement. Beaucoup de défis aussi, Jade, on en a parlé. Et donc, tous ces atouts et défis ont constitué la base de départ du plan stratégique d'Al-Fayha, donc en coopération avec 8 partenaires, donc le programme des Cités Unies, la Banque mondiale, le réseau des villes méditerranéennes, la municipalité de Barcelone, la ville de Marseille, l'AFD, UN Habitat et donc le programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, déjà pour partir, on a donc repris, on a développé un peu la définition de la planification stratégique telle qu'elle a été donc publiée par le principe du CDS. Et donc, pour nous, donc, à partir de cette définition, le CDS consistait donc pour nous à construire un cadre logique de développement inscrit dans un processus participatif qui permet de donner donc un projet de territoire aux collectivités locales. Ce projet donc ça c'est la méthodologie de travail, donc une première phase de pré-diagnostic et de diagnostic donc qui a donné 5 thèmes transversaux, un cadre logique avec une vision, une mission, donc qui a produit 5 lignes stratégiques et donc enfin un plan d'action donc qui a été dans lequel donc on a sur la base de 6 critères, on a donc donné les priorités des projets, des 24 projets qu'on a donc identifiés. Alors, ce travail a été donc accompagné par des workshops, par des meetings, et donc l'équipe d'experts a donc aussi participé à plusieurs colloques, dont celui de Barcelone à gauche, ou à des ateliers d'échange d'expériences à Izmir en Turquie. Et donc, tout ce travail a été inscrit dans une vision, donc, le projet Al-Fayha 2020, donc notre projet de CDS, donc, a été inscrit dans un long processus qui devrait donc aboutir plus tard à la durabilité donc, des villes d'Al-Fayha sur lesquelles on travaille. Alors, une vision et une mission donc, a été établie. Cette vision et mission donc, a plusieurs points forts. Un de ces points forts, donc, c'est qu'elle porte la signature de M. le maire, puisque donc, il a participé à notre travail. Et donc, comme je disais tout à l'heure, 5 lignes stratégiques ont émané de cette vision. Premièrement, la gestion du territoire. Deuxièmement, le développement des infrastructures et des équipements. 3, développement social. 4, développement économique. Et donc, amélioration de l'image des villes d'Al-Fayha. Alors, sous chaque ligne stratégique, il y a eu donc plusieurs projets. Je n'ai pas le temps de les développer, mais c'est des projets donc, qui ont déjà été donc, soulevés dans le temps. Mais ce que le plan stratégique a fait, c'est de constituer le cadre régulateur donc, de tous ces projets-là. Comme vous le voyez, donc, sous chaque ligne stratégique. Et pour chaque projet, donc, on a développé une fiche de présentation et donc elle comprend entre autres la description du projet, ses objectifs, ses phases de mise en œuvre et ses indicateurs d'exécution et d'impact. Alors, pour chaque projet, donc, on a fait la même chose. Pour la foire internationale, par exemple, le projet de logement social donc, qui s'est beaucoup inspiré du logement social qui a été fait dans le cadre du projet Chad. Le lobby urbain, le bureau de développement, la liaison avec la diaspora. Voilà. Donc, je vais développer le projet donc, de développement d'une stratégie de revitalisation des centres historiques. C'est un des 24 projets donc, et qui, dans le plan d'action, a eu la première priorité. Et donc, ce projet part donc, de ce qui a été fait dans le projet Chad,
donc un code de construction et de protection a été développé donc pour la ville historique de Tripoli. Ce travail aussi donc a abouti à l'établissement, Jad a montré cette image, à l'établissement d'un périmètre de protection, donc qui comprenait entre autres le quartier de Tal, de Zahriye, de Haddadine, etc. Et sauf que pour plusieurs raisons, ces bâtiments donc de Tal et de Zahriye et de Haddadine, qui sont entre guillemets extramuros, certains ont été inscrits sur l'inventaire de la DGA, mais d'autres donc ne le sont pas et donc sont aujourd'hui menacés. Ils sont soit dans le quartier ottoman, dans le nouveau quartier ottoman de la fin du XIXe siècle, soit en bas, par exemple, dans le quartier du Mandat français. Alors, ces projets donc, ont été implantés sur les axes sur des voies développées à partir de la fin du XIXe siècle, donc qui partaient du quartier Tal. Et donc la majorité de ces bâtiments sont en mauvais état. Ils pourront très bien connaître donc le même sort que ce qui a été dit tout à l'heure aussi, le théâtre Inja. Alors, ce projet doit en principe s'inspirer donc du principe des secteurs sauvegardés qu'on connaît en France. On a essayé avec Jad de le faire dans le cadre du Tchad, mais bon, ça n'a pas été possible. Et donc le projet doit avoir aussi donc des dimensions non seulement spatiales, mais aussi sociales et économiques. Alors, les objectifs du projet, de ce projet en particulier, c'est, comme je disais, sauver le patrimoine urbain de la disparition, trouver des mécanismes aboutissant à un entretien durable du patrimoine. Donc là, je parle aussi sur la loi de location, sur l'entretien, revitaliser les centres historiques de Tripoli et Mina sur les plans social, économique et culturel, et ce, à travers le brassage et la diversification des classes sociales et l'attraction des investisseurs du secteur privé, démocratiser l'espace public historique et donner la priorité aux piétons et aux moyens de transport public, et donc, je ne sais pas si Jad est d'accord, donner une chance à Tripoli d'être inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Oui. Oui. Donc, parce qu'à un moment donné, quand on travaillait sur le projet Tchad, avec tout le projet de logement qui a été donc développé à Kobe, on a cru à un certain moment que Tripoli a perdu sa chance d'être inscrite sur cette liste. Alors, ces projets donc ont fait l'objet d'un schéma de référence et ce schéma de référence, donc, on est en train de le développer. Ce n'est pas définitif. Il comprend les projets, donc tous les projets qu'on a identifiés, les projets donc, qui peuvent être traduits spatialement, mais aussi le plan vert de Tripoli proposé dans le cadre de ce plan stratégique. Alors, je conclus. Donc aujourd'hui, ce plan stratégique demande d'être mis en œuvre. Il ne faut pas qu'il se termine comme beaucoup d'autres projets tripolitains. Pour cela, il a besoin d'un portage politique, tant au niveau local qu'à celui du gouvernement central, mais surtout de la part des députés et des ministres de la ville. Il a besoin aussi de la société civile et d'outils de gouvernance. Et c'est dans cette perspective que certains projets ont été introduits donc, dans ce plan stratégique afin d'optimiser les chances de réussite du plan. Il s'agit en particulier donc, de l'unité de management des projets, donc le PMU. Ça ressemble un peu à donc, cette unité qui se trouve aujourd'hui au CDR avec Nabil. Il s'agit aussi du bureau de développement, qui doit être créé au niveau de l'Union des ministres, donc de la communauté urbaine, et de la structure de communication pour la promotion de l'image d'Al-Fayha, d'un groupe de pression pour le suivi des projets du plan,
de la création d'un réseau de coopération avec la diaspora et donc, de ce fait, le plan a besoin de vous. Merci pour votre attention. Voilà. Je souhaite donner la chance à la salle peut-être de poser des questions ou de faire quelques observations. S'il vous plaît, avant de prendre la parole, veuillez vous présenter, mais très brièvement. Monsieur, allez-y. Donc, je disais, je suis parisien pur souche, mais aimant beaucoup Tripoli. Donc, je me réjouis de voir depuis une dizaine d'années, effectivement, pas mal de rénovations et de choses qui changent. Je suis peiné aussi, comme beaucoup d'ici, par la démolition du théâtre, qui servait, la dernière fois que j'étais à Tripoli, de parking à voiture, et ça, c'est un petit peu triste. Néanmoins, j'aurais posé quelques questions sur les rénovations dont vous nous avez parlé, Monsieur Itani. Vous nous avez parlé de la rénovation du Rana Al Asnar. Ça, c'est une très bonne chose, parce que depuis quelques années, je n'osais même plus y passer. J'avais un petit peu peur d'être pris pour quelqu'un visitant un zoo, et ça me gênait. Donc, bravo. Cependant, si c'est pour faire quelque chose comme Mohamed Mezzedine, qu'on ne peut pas visiter, sauf coup de chance comme j'en ai eu un, c'est peut-être un petit peu dommage. Alors, je voudrais quand même être rassuré sur ce sujet, savoir qu'on pourra le visiter. Même chose pour quand on pourra visiter la citadelle rénovée, avec le circuit piéton qu'on m'a annoncé en juin dernier, quand j'y suis allé. Et puis, une petite dernière question sur le projet Abou Ali. J'ai été très surpris de voir qu'en face de la mosquée Al-Bourtazi, on avait installé des espèces de petits promontoires dont je crains fort qu'un jour ou l'autre, ils servent à faciliter le déversement d'ordures dans la rivière par les populations qui bordent cette rivière de ce côté-là. Et ça me chagrine un petit peu parce que on a eu vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu quelque chose qui était destiné à faciliter le déversement d'ordures, et donc ça me chagrinait. Voilà. Qui souhaite commenter ou répondre ou peut-être on prendra 2 ou 3 autres questions. Donc, Eric Aguibra, j'ai parlé tout à l'heure, donc je suis de l'IRIF. Juste, ce qu'on n'a pas vu dans la présentation sur Tripoli, c'est le travail qui est fait avec les propriétaires et les locataires résidant dans la ville. Est-ce qu'il y a, comme à Istanbul et comme dans d'autres projets de réhabilitation de centres anciens, une facilitation, des aides, des appuis, des subventions ou des prêts avantageux pour aider les propriétaires et à retaper leur logement pour développer, donner une autre dimension à ce projet qui, pour l'instant, se limite, si j'ai bien compris, à retaper des monuments et à retaper des façades d'immeubles sans regarder ce qu'il y a derrière ces façades. Une 3e question, commentaire, question, monsieur, et puis madame, et puis on passe aux intervenants. Bonjour, Jihad Ferrali, je suis chef d'entreprise et membre de la SPT. Je voulais remercier tous les orateurs pour la richesse des présentations et je comprends même la frustration de certains de ne pas pouvoir tout expliquer sur les éléments. Chaque sujet que vous avez évoqué mérite une conférence à part. Je pense que le contenu technique de l'architecture et de la situation a été très bien présenté. Néanmoins, je reste un petit peu sur ma faim sur un volet légal, juridique, parce que si on veut sauvegarder et travailler et faire, et qu'on ne s'arrête pas à simplement se lamenter après parce que tout fout le camp, il faudra peut-être aussi évoquer un groupe de pression au niveau parlementaire pour créer les lois qui protègent, pour aussi respecter la propriété privée, parce que des gens qui sont propriétaires de biens sont tentés par les exploiter comme il faut, mais en France, il y a les mêmes problèmes et il y a des réglementations qui respectent le droit privé et qui aident ces gens à faire les facilités. Une deuxième petite question concernant la rivière d'Abou Ali. C'est très joli de la couvrir, ça permet de créer de nouveaux espaces, mais est-ce que c'est simplement couvrir la misère ou bien est-ce qu'il y a une solution pour que, en amont, les choses ne soient pas déversées et que l'affluent soit nettoyé et propre? Merci. S'il vous plaît. Rostan Alban Al-Rifai, étudiante en médecine. Je suis née en France, d'origine libanaise.
Deux petites questions. Alors, la première question, c'est sur la première partie de ce colloque qui s'adresse aux professeurs d'université qui nous ont fait une belle présentation de l'historique et de l'architecture de Tripoli. Est-ce que cette même présentation est faite à la jeunesse libanaise qui vit, au Liban? Est-ce que les jeunes sont sensibilisés, comme par exemple nous en France, on est sensibilisés par le patrimoine parisien et français. Deuxième question qui porte sur la deuxième partie de ce colloque. C'est bien de sauvegarder le patrimoine libanais, tripolitain. Chaque année, je visite Tripoli pendant mes vacances d'été. Certes, je vois des modifications qui sont notables, mais d'année en année, je vois que ces modifications s'effritent. Par exemple, les peintures sur les façades s'effritent. Ma question est-ce que les compétences et les moyens financiers sont correctement utilisés? Voilà. Merci. Bon, c'est aux intervenants de répondre et puis on passe à une deuxième séance de questions. Oui, moi je vais répondre sur un des points qui a été soulevé en fait par Eric Huybrecht concernant le projet. Effectivement, lorsque nous avons, en 2001, 2002, 2003, travaillé sur le projet, nous avons tout de suite dit que c'était impossible de faire du simple travail de réhabilitation d'espaces publics, de réhabilitation de façades et même de création d'équipements. C'est bien de créer des équipements culturels, de transformer tout ça, mais qu'il y avait une composante essentielle qui était une composante de réhabilitation des bâtiments même, c'est-à-dire faire du cosmétique en réhabilitant les façades, c'était un pis-aller qui ne pouvait absolument pas permettre de revitaliser réellement le patrimoine de la ville. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est heurté à des règles très claires de financement de la Banque mondiale, par exemple, et d'autres financeurs qui disent « Nous ne pouvons pas financer les travaux des particuliers et des privés. Nous, on finance, on aide, on prête à l'État, on prête à l'espace public faisant partie de l'espace public, les bâtiments publics également, les façades également, mais nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'organismes internationaux, financer ou donner des aides ou proposer, etc., à des privés. On a été complètement affrontés à cette idée, à cette logique, disons, à ce principe. Alors, nous avons proposé plusieurs fois de trouver un moyen de faire un système de microcrédit, de choses comme ça. Il y a eu un pré-jeu pilote même qui a été étudié avec un îlot qui appartient au CAF pour essayer de réhabiliter cet îlot, etc. Je ne sais pas où c'est arrivé maintenant. C'est à Nabil de répondre. Mais c'est vrai que c'est un des points essentiels. Et je pense que là, on ne peut pas passer à travers la Banque mondiale. Il faut trouver des circuits autres. Il faut trouver des moyens de financement, des moyens de mise en œuvre autres que les moyens traditionnels qu'on fait d'habitude. Voilà. Bon, voilà, je vais essayer. Apparemment, c'est presque toutes les questions sont adressées donc à moi. Alors, je vais essayer de me rappeler. Je vais commencer par le début en parlant, au fait, c'était la question de Khan Askar. On a déjà un programme, au fait, dans l'étude préliminaire, il y avait déjà une étude de faisabilité et même un plan de, disons, plan de nouveau, disons, de réutilisation du Khan. Ça a été aussi après 4 ans, donc là on parle entre 2002 et 2006, ça a été revu et mis à jour. Donc on a quelque chose qui est prêt pour le Khan. Et malgré tout ça, là au fait, je ne cache pas mes soucis. Et c'est pour cette raison, à la demande de notre partenaire, l'AFD, dont au fait le représentant ici est ici dans la salle, ce matin même, j'avais une réunion avec
c'est le centre c'est le centre des monuments de France. Et là, on avait une réunion assez fructueuse. Et je pense qu'on va établir ce genre de partenariat, surtout pour pallier à des problèmes similaires. Parce que ce n'est pas uniquement le Khan al-Askar, il y a d'autres caravansérails. Au fait, il nous reste encore 2 caravansérails à restaurer et plus un hammam, donc un deuxième hammam. C'est pour ne pas tomber dans le même problème de celui de Hammam Azz-Din. Maintenant, pour la citadelle de Saint-Gilles, les travaux sont planifiés de finir en mois de juin, si je ne me trompe pas. Donc j'espère en mois de juin, la citadelle sera ouverte au public, avec le musée, avec tous les circuits qui vont être proposés, avec les jolis panneaux, avec tout ce qui est prévu dans le programme. Maintenant, pour revenir à Abu Ali, il ne faut pas oublier, déjà, avant le projet, les gens jetaient de l'ordure dans Abu Ali. Donc ce n'est pas le projet qui va causer ça. C'est-à-dire les photos qu'on a montrées, ça montre très bien. C'est une question si je peux utiliser entre guillemets, d'habitude et de coutume. Les gens sont là, les vendeurs sont là, ils se débarrassent à la fin de la journée de ce qu'ils ont dans le fleuve. Par contre, nous aussi, c'est un problème au fait que nous allons prendre en considération. Pour cela, le projet a prévu un budget pour acheter des équipements dédiés pour les 2 rives d'Abu Ali en allant jusqu'au Maulawiya. Donc, ce sont des équipements qu'on a établi la liste avec l'unité de gestion qu'on a établie à la municipalité de Tripoli. On a une demande officielle au niveau des matériaux, des équipements qu'on va acheter pour gérer la propreté et la collecte des ordures dans cette région. Même on a été voir aussi, parce qu'actuellement il y a une compagnie qui le fait d'une façon, qui ont un contrat. Donc ça c'est déjà prévu. Et même on a prévu d'avoir une unité qui va gérer ce lieu. Cette unité, elle sera au fait, elle va être sélectionnée par la municipalité. On a déjà une personne qui a été nommée de la part de la municipalité qui va être gestionnaire de cet endroit. Ça, c'est pour le fleuve d'Abu Ali. C'était quoi jusqu'à ce qui est resté comme question, je suppose, c'est presque tout. Là, il faudrait que j'ajoute une chose sur ce que Jade a dit. En parlant au fait de la réhabilitation des façades, en parlant des composantes, moi j'ai passé très rapidement sur la composante institutionnelle. Il y a dans cette composante une partie très importante dont on ne parle pas beaucoup, c'est celle du support qu'on va donner à la DGU, Direction Générale de l'Urbanisme. Dans cette composante, actuellement on est en train de travailler étroitement avec les DGU sur deux objectifs. Le premier objectif, c'est aider la DGU à avoir, le savoir-faire, comment établir un plan de protection pour les centres historiques dans d'autres villes, sur base de l'expérience qu'on a eue en travaillant sur ces 5 villes. Et le deuxième point, c'est de trouver des outils où le privé et le public, avec les propriétaires, des outils qui touchent, disons, le côté législatif, ou bien le côté économique, ou bien le côté social. Donc des outils qui seront à la disposition de la DGU, et on espère que le gouvernement va les adopter. Comme ça, peut-être on peut amener de l'aide aux propriétaires pour qu'ils puissent conserver leur propriété. Et c'est vrai. Maintenant, en ce qui concerne l'îlot 131, il est toujours maintenu, Jade. On va le faire. Ça rentre dans le financement supplémentaire dont je viens de parler aussi, qui a été signé avec l'AFD il y a 2 semaines, et lundi avec la Banque mondiale, parce que ça va être cofinancé par les deux. Et là, on va essayer, parce qu'on a eu déjà de l'expérience dans d'autres villes, comme le cas de Baalbek. On n'a pas parlé de Baalbek aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais on a essayé de faire une opération pareille. Là, il faut que je dise, ça n'a pas marché, malheureusement, pour maintes raisons. Alors, quand même, on a appris la leçon. On va essayer d'éviter peut-être ce qu'il y a eu à Baalbek. Et on espère qu'on va y arriver. Voilà. Monsieur. Passe à un deuxième round de questions. Merci, Monsieur le Président. Juste 2 mots très rapidement, en parlant du groupe de pression des députés. Donc, Monsieur Ferrari, la question que Monsieur Ferrari a évoquée,
C'était pour dire que quand j'ai dit à la fin de mon intervention qu'on a besoin de vous, c'est parce que bon, déjà dans le cadre du projet stratégique, on a nous-mêmes développé un projet de création d'un lobby urbain, d'un groupe de pression, donc pour le suivi des projets. Ce n'est pas un secret que les députés de la ville, donc si quelqu'un devrait constituer un groupe de pression, ce sont les députés de la ville. C'est pas un secret quand je dis, c'est que ces députés donc ont au départ individuellement puis en groupe après donc monté leur propre stratégie pour la ville. Donc à mon avis, on ne pourra pas compter sur eux. Merci. Hein? Non. Pardon. Concernant la question qui a été relatée pour la première séance par Mouzer Rifai, je pense, si la jeunesse tripolitaine est au courant de ce qui se passe, est-ce que ces présentations sur le patrimoine ont été présentées à Tripoli ou ils vont être présentés à Tripoli? Je vais lui dire oui, demain, précisément, demain soir, au Palais Naufal, au centre-ville de Tripoli, au centre-ville de Tal. Il va y avoir une conférence qui va s'étaler sur 2-3 heures. Le PowerPoint qu'on a vu, les quelques PowerPoint qu'on a vus vont être projetés au Palais Naufal devant un public, c'est ouvert. Et puis tout ce qui a comme résultat de ce qui s'est passé au colloque aujourd'hui vont être aussi annoncés demain même. Même les photos que vous allez voir, l'exposition de photos dans un moment, il va y avoir un vernissage parallèle à Tripoli demain à 6 heures. Merci. Madame Soufi aussi pour réagir de la première séance aux questions adressées à la première séance. Juste, voilà. C'est toujours pour Mademoiselle Rifai. Dans le cadre d'une association dans laquelle je milite pour la promotion du tourisme à Tripoli. Nous avons fait des trainings pour une centaine, 200 trainees, 200 jeunes sur l'architecture mamelouk de Tripoli. Et ils ont été faire des visites sur lieu avec Dr Khaled Tadmouri aussi, qui a participé à ce projet-là. Donc, ces jeunes ont été sensibilisés. En principe, ils sont sur une liste de volontariat pour guider les touristes bénévolement quand ils viennent à Tripoli. Nous avons fait venir des étudiants de tout le Liban par bus qu'on a payé, on a fait pour les recevoir à Tripoli et leur faire une visite de la ville pour les sensibiliser. Nous avons aussi invité tout ce qu'il y a comme ambassadeurs au Liban pour une journée de visite à Tripoli for free. Tout était géré par cette association. En vue aussi de développer les arts, de restituer les arts populaires, quoi. Nous avons fait une parade mamelouk dont a parlé M. Salah Saïti au début de son intervention. Il a expliqué comment chaque mercredi, comme aujourd'hui, il y avait une parade avec des mamelouks avec leurs beaux habits et tout, qui descendaient de la citadelle et qui faisaient le tour des tours de Tripoli, des tours militaires, pour voir s'ils sont bien gardés, etc. Donc nous avons fait une parade pareille avec des habits, avec des choses très belles, mais on n'a pas pu continuer ce projet parce que ça coûte énormément. Je ne peux pas dire que ce qu'on a fait est suffisant. Non, bien sûr, on essaie de continuer comme on peut lorsqu'on trouve des fonds pour ces projets-là. Je vous remercie. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que disait Hind tout à l'heure. Maintenant, tout de suite, c'est sûrement pas suffisant, mais c'est quelque chose qui est nouveau à Tripoli et que j'ai remarqué puisque je suis les choses à peu près
près de ce qui se passe. Et Elias a oublié peut-être d'en parler, c'est que récemment, depuis pas longtemps, il y a énormément de jeunes qui commencent à s'intéresser à leur ville. Il y a énormément de petites associations ou des amicales ou des petits groupes de jeunes. C'est eux-mêmes qui ont même organisé une journée sans voiture, dont vous avez certainement entendu parler, avec l'aide, bien entendu, de la Fondation Robert Fadel. Voilà, donc je pense que les jeunes sont un tout petit peu plus sensibles au problème du patrimoine que leurs aînés, malheureusement. Je voudrais vérifier, si possible encore, je demande aux organisateurs, si possible, de faire une autre tournée de questions. Il y a monsieur au fond, et puis ici. On commence à droite, géographiquement bien sûr, et on va vers la gauche. Oui, bonjour, c'est Abdallah Souk, ingénieur hospitalier en France. Moi, je suis natif de Tripoli, je grandis à Tripoli et je reviens tous les ans au quartier historique Mamlouk et précisément en face de Khan du Tailleur, que monsieur le maire il doit connaître très bien. Ma question est tout simple. Est-ce que la population a été associée à ce projet que je viens de découvrir? Deuxième chose, est-ce que vous avez communiqué avec ça? Parce que quand je reviens autour de moi dans ce quartier historique, il y a un goût d'inachevé de ce projet, premièrement. Deuxièmement, ils ne semblent pas être au courant de ce qui se passe. Ça leur tombe sur la tête. Merci pour la réponse. Bonjour, Étienne Louis, directeur de l'Institut français de Tripoli. Je voudrais continuer cette discussion sur l'intérêt de la jeunesse par rapport à sa ville. Je crois que dans toutes les villes, partout en Europe, en tout cas j'en suis sûr, il est toujours très difficile de s'intéresser à sa propre ville si on n'est pas conduit et s'il n'y a pas des actions qui sont menées. Mais en même temps, on peut être frappé par le fait que ça soit pas une question simplement d'âge, c'est pas simplement la jeunesse, c'est aussi les adultes. On connaît très mal sa ville partout. Et j'en veux pour preuve encore que depuis le mois de décembre, l'Institut français a lancé un concours photographique. C'est un petit peu à la marge ce que je vais dire, mais dont les retombées sont symptomatiques. Et le thème de ce concours est une idée de la France au Liban, et notamment à Tripoli. Eh bien, depuis que les personnes se sont mises en chasse d'aller chercher des traces de France dans la ville, les premiers retours ont été « Ah, on a découvert plein de choses qu'on ne connaissait pas de notre ville ». Et je crois que voilà, c'était une retombée un petit peu à la marge pour découvrir sa propre ville et qu'il n'y a pas de solution miracle pour connaître sa ville. Mais c'était juste une petite parenthèse. Je reste sur ma faim sur la possibilité et pourquoi on ne peut pas toujours voir le Hammam Azedine, pourquoi il est si difficile de devoir s'y prendre à l'avance, de demander à une personne qui n'est pas tout le temps sur Tripoli d'aller chercher la clé et de vous ouvrir. Pourquoi, lorsque la signalétique est en place depuis pas mal de temps, pourquoi ce projet qui est terminé, pourquoi est-ce qu'on ne peut toujours pas le visiter et que les touristes ne peuvent tout le temps pas le voir? Il faudra bientôt une nouvelle tranche de l'AFD ou de la Banque mondiale pour refaire ce qui a été fait et qui n'aura été vu par personne. Et là, j'ai toujours pas compris, alors que vous parlez de réhabiliter un autre que je connais aussi par la bande parce que j'habite sur place et qui sera sûrement magnifique. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir cet hammam? Merci. Une petite addition pour la première séance, pour la question de Mr Rifai. Alors nous, dans la municipalité de Tripoli, et ça fait peut-être 10 ans, on célèbre chaque année au 26 avril le jour de Tripoli. C'est le jour de l'établissement de l'ancienne ville Mamlouk de Tripoli. Et pendant le mois d'avril, on organise beaucoup des événements touristiques, culturels et aussi des festivals aussi reliés à des projets de restauration. Malheureusement, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant de faire l'histoire de Tripoli et le tour touristique dans l'ancienne ville comme une partie de l'éducation des enfants dans les écoles. Mais
je pense qu'on a besoin d'une télévision à Tripoli, télévision locale pour cette chose-là. Jean-Claude Yazici, je suis chef d'entreprise aussi. Bravo pour tant de science, tant de culture, d'engagement mis au service de la préservation de ce qui a été beau, de ce qui est toujours beau, mais qui est menacé par la cupidité et l'ignorance. Mais ce qui a été abordé concerne exclusivement l'œuvre humaine. Les sérails, les palais, les églises, les mosquées, ce qui est important. Mais on n'a pas parlé du tout du pillage du patrimoine naturel que constitue le chapelet des îles qui va jusqu'à l'île des Lapins. La vie aquatique a été totalement décimée dans cette région. Il n'y a plus de faune, il n'y a plus de flore. Les pêcheurs n'ont plus les moyens de pêcher, ils se transforment en baladeurs de touristes. Les menuisiers de marins n'ont plus les moyens de continuer leur savoir-faire de constructeurs marins et se transforment en menuisiers de mobilier. Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises pour cet aspect des choses ? Oui, bonjour, je m'appelle Tariq Wahbi. En fait, j'ai travaillé 7 ans pour le projet Tchad et j'étais responsable de la partie socio-économique. Et puis maintenant, je suis à Paris. Simplement pour ajouter pour monsieur qu'il y a eu, je dirais même, une vingtaine d'enquêtes et d'études socio-économiques et même, je dirais, de personnes. C'est-à-dire, on est parti voir les gens. Nabil parlait du lot 131. C'est pas une mince affaire. Surtout cadastralement parlant, c'est en fait une imbrication de 3 étages l'un dans l'autre avec des familles, des légations, des gens qui appartiennent. On ne sait plus de quoi on parle là. Donc, il y a 2 choses à dire. Simplement pour l'histoire des façades, il y a un problème juridique et légal au Liban qui concerne la propriété. Et si vous avez une propriété, on ne peut pas rentrer chez vous pour travailler. Ceci dit, comme a dit Nabil, nous on a comptabilisé dans la rue du Bazarkan, quasiment, un espèce d'à peu près 39 à 52% de personnes qui ont réhabilité l'intérieur. C'est-à-dire, ça a poussé les gens à faire quelque chose, mais à l'intérieur de leur magasin, et ça a fait quelque chose. Ceci dit, ces problèmes, comme dit M. Tabet, c'est un problème d'argent, ni plus ni rien. Alors, je vais finir simplement pour dire une chose, en répondant à Bosbah Rajab simplement. Moins de politique à Tripoli, moins de politique, et plus d'amour pour la ville. Merci. Je pense qu'on termine sur le moins de politique où les intervenants souhaitent... D'accord, je demande aux intervenants de répondre et puis il y a une deuxième séance après. Je vais juste répondre à 2 questions qui ont été posées par rapport à Hammam Azzeddine. Pourquoi c'est fermé? Parce que c'est par manque d'effectifs. Là, il faut que j'avoue, le projet était beaucoup plus rapide, disons, que la partie humaine. C'est vrai. Et là, on est confronté à ce problème. C'est pour cette raison que le Hammam Azzeddine est fermé. C'est pour cette raison, au fait... les maisons à Baalbek n'ont pas fonctionné. Par contre, dans d'autres villes, ça a bien fonctionné. À Saïda, ça a bien fonctionné. À Byblos, ça a bien fonctionné. Donc, c'est un problème d'administration publique. Malheureusement, ça se situe au niveau de la DGA et d'autres, disons, départements étatiques. Ça, c'est de 1. De 2, concernant, il y avait une deuxième question. Pour les îles, donc cet endroit fabuleux. Moi, je suis pas, au fait, je connais pas, mais je sais, je suis pas sûr que l'agence espagnole a dépensé de l'argent là-bas. Ils ont fait un travail de nettoyage et de gestion. Donc, ils ont donné une subvention pour faire un travail là-bas. C'est pas suffisant. Et là, je clôture sur une chose très importante. Il ne faut pas attendre. Moi, je ne suis pas un fonctionnaire d'État, mais ça, je peux le dire en tant qu'une personne qui travaille pour l'État. Il ne faut pas attendre que l'État fait, au fait, tout. Ça, c'est une coutume que les Libanais ont héritée de l'époque ottomane. C'est-à-dire, c'est l'État qui fait tout. C'est pas ça. Il faut créer un partenariat entre l'État et le privé, et c'est là qu'on peut réussir. Et on commence à toucher au fait cette réussite, comme je viens de le dire avant, dans nos indicateurs. J'ai cité une ville où il y a
Le privé a dépensé 4, et là, ils sont, comme Tarek l'a précisé, la restauration de leur maison, la restauration de leur boutique. Même, il y a des privés qui sont investis. Par exemple, si on prend le cas de Saïda, il y a des fondations, comme la fondation Dabbani, fondation Aoudi, fondation Zaidan, sans oublier les autres. Il y a d'autres aussi fondations qui commencent à investir, à aider les populations. Donc, c'est un genre d'impôt, au fait, non pas d'impôt, d'un pot où tout le monde est en train de mettre de l'argent dedans et la ville est en train de profiter. Et ça fonctionne très bien. C'est le cas de Byblos. Il ne faut pas oublier, c'est-à-dire en même temps que le point de départ pour la ville de Tripoli était très difficile à comparer pour d'autres villes. Et là, il faut être clément. Les choses avancent, ça demande de temps. Qu'est-ce que c'est 6, 10, 20 ans pour une ville qui est millénaire? C'est très peu. Il faut laisser au fait que la ville réagisse elle-même pour aboutir à des objectifs qui ont été fixés. On va passer à la troisième séance. Je voulais juste rebondir sur juste une question, Nabil. Oui, effectivement, on est patient, mais il ne faut pas trop nous en demander non plus, parce que le vrai problème, c'est qu'on est en train de perdre notre patrimoine. On n'est pas encore dans la reconstruction et dans la réhabilitation. C'est différent.